Alors, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous voir aussi nombreux ce matin pour cette question comment l'Union européenne participe à la gouvernance de la paix. Donc, très ravis de voir une salle remplie de jeunes pour débattre avec vous sur ces questions-là, parce que vous allez beaucoup travailler aussi. On espère que vous allez participer et faire vivre ce débat avec nous. Vous aurez le droit d'utiliser vos portables. Donc voilà, mettez-les près de vous et on va vous permettre de participer activement à ce débat. Alors, qui nous sommes déjà? Tout d'abord, nous, on est représentants du collectif normand européen et on travaille avec la région Normandie pour le Forum mondial Normandie pour la paix et tout au long de l'année sur des questions européennes. C'est moi qui fais ce bruit? Non, c'est pas moi. Sur des questions européennes et souvent liées à la thématique du forum. Et donc, on est ravi d'accueillir aujourd'hui Monsieur Philippe Perchoc, qui est donc analyste service de recherche du Parlement européen, donc analyste politique au service de recherche du Parlement européen. Et on est aussi ravi d'accueillir Monsieur Serge Stroubans. Je ne sais pas si je le dis bien, mais je ne pense pas. Qui est donc directeur Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord pour l'Institute for Economic and Peace. Et donc nous, on représente le collectif normand européen. Qu'est-ce que le collectif normand européen? Ce sont en fait des associations du territoire de la Normandie qui, voilà, sous l'impulsion de la région, travaillent ensemble pour organiser des événements, un événement régional et plusieurs événements dans chaque département de la Normandie. Donc on est composé des centres Europe Direct, donc avec ma collègue Bénédicte et Sonia, qui sont du centre Europe Direct Vire Normandie et le Créant, avec Lucia et Franca qui est ici aujourd'hui, qui est volontaire pour le CRIJ Normandie. Donc il y a une antenne à Caen et une à Rouen, et plusieurs petites structures qui font de l'information jeunesse sur tout le territoire. Et moi, avec Salomé, voilà, on représente la Maison de l'Europe de l'Heure à Évreux. Et donc, il y a aussi les mouvements européens qui sont avec nous, aujourd'hui représentés par Viviane et Anne-Marie, Mouvement européen Cabourg et Mouvement européen Basse-Normandie. Et aussi, on a le Mouvement européen 76. Donc, pour l'instant, le collectif est appelé à s'élargir, mais on fait partie de ce groupement ensemble. Pour vous présenter un peu ce que fait le collectif, on a une petite vidéo de présentation qu'on va vous montrer tout de suite à l'écran. Voilà un peu ce qu'on a fait l'année dernière avec le collectif normand et européen et notre projet Objectif Vertueux. Je laisse Lucia présenter les centres Europe Direct qui coordonnent ce collectif normand et européen.
Allô? Ah, c'est bon. Et oui, du coup, vous devez vous demander qu'est-ce que ça veut dire Centre Europe Direct. Alors, les Centres Europe Direct, ils s'adressent à tous les citoyens et font office d'intermédiaire entre eux et l'Union européenne. Ils apportent une information utile, simple et accessible, organisent des débats et recueillent leurs préoccupations et leurs attentes au regard de l'Union européenne. Par exemple, aujourd'hui, on a amené avec nous une petite mallette que vous voyez dans l'angle avec plein de petits papiers. En fait, on est en train de recueillir l'avis des jeunes et de toutes les personnes qui participent au Forum Normandie pour la paix, qu'on transmettra ensuite à la Commission européenne. Donc n'hésitez pas à la fin du débat avec les petits papiers que vous avez rouge et vert d'écrire si vous avez des idées, si vous voulez vous exprimer, si voilà. Tout ce que vous souhaitez communiquer à la Commission européenne pour que ce soit pris en compte. Et du coup, les centres Europe Direct sont labellisés par la Commission européenne. On compte avec plus de 400 centres, excusez-moi, dans toute l'Union européenne. Et on est 48 en France et comme Michael l'a déjà dit, on est 3 en Normandie, mais voilà, Vire, Caen et Évreux. Donc, en fonction de où vous vous trouvez, où vous vous situez, n'hésitez pas après à prendre notre contact et nos flyers qui sont mis là-bas dans la grande mallette, du coup, pour pouvoir nous contacter ensuite si vous avez des questions sur l'Union européenne ou si vous avez d'autres choses à faire remonter. Et maintenant, je passe les paroles à ma collègue Bénédicte. Bonjour à tous. Et à toutes. Voilà, donc moi je suis Bénédicte, donc le Centre Europe Direct Normandie-Vire. On est très heureux de vous accueillir aussi nombreux à justement un thème qui nous tient à cœur, puisque comment l'Union européenne participe à la paix. Comme vous l'avez compris, nous sommes des centres d'information sur l'Union européenne et il est important aussi pour nous de ne pas nous reposer sur nos lauriers, puisque en effet l'Union européenne a eu le prix Nobel de la paix en 2012. Nous sommes en 2021, ça commence à faire beaucoup. Il s'est passé beaucoup de choses et encore tout récemment qui ont aussi changé un petit peu la donne. Et il est important justement de voir justement avec nos intervenants, Serge et Philippe, comment l'Union européenne se positionne aussi par rapport au reste du monde sur justement la paix, la gouvernance de la paix et le maintien de la paix. Et aussi voir aussi à l'intérieur de ses frontières aussi comment l'Union européenne aussi gère cette récompense qui lui a été transmise et qui aussi honore aussi sa création, puisqu'en 1957, date de création de l'Union européenne, évidemment la paix était au programme. Merci beaucoup Bénédicte. Alors là on va vous faire travailler, vous pouvez sortir vos portables. Tous. Alors, vous allez sur Slido. Vous tapez Slido sur Google ou un autre moteur de recherche, ce que vous voulez, et vous allez arriver sur Slido. Et on va vous demander un hashtag. Et le hashtag, c'est NPP 2021. Sur cette application, vous pourrez réagir tout au long du débat, mettre vos commentaires, etc., poser vos questions. On a dans la salle des collègues qui vont récupérer vos questions. Si vous n'osez pas les poser en direct, on va le faire pour vous. Mais vous pourrez aussi réagir avec le micro qui va circuler dans la salle et vous faire... voilà, si vous avez retenu des choses et que vous voulez vraiment poser une question et réagir, c'est possible. Soit par Slido, soit avec le micro qui sera transmis dans la salle. Est-ce que vous y arrivez? Vous avez l'air très concentré sur Slido. Il y en a, certains d'entre vous n'y arrivent pas ou pas du tout? Vous avez besoin d'aide? Non, ça a l'air d'aller. Alors, si vous êtes prêts, on va vous poser une première question. Donc, c'est un sondage. Alors, pour vous, vraiment, personnellement, est-ce que vous pensez qu'on vit dans un monde de paix?
Allez-y. Vous avez la question, vous pouvez répondre par oui ou par non et on va voir dans la salle. Est-ce que vous pensez, est-ce que nous vivons dans un monde de paix, en paix? Vous êtes à peu près une centaine, donc ça va être intéressant de voir le pourcentage. Alors, on a déjà 80 participants, donc c'est vraiment pas mal. Vous êtes rapide. Et là, il n'y a aucun doute. Vous pensez que nous ne vivons pas dans un monde de paix. Seulement 4% pensent qu'on vit dans un monde en paix. C'est assez intéressant. On va analyser ces résultats avec nos experts. Et donc, on est à 82 participants. Est-ce que certains d'entre vous n'ont pas répondu? Ça a l'air d'aller. On va passer à la deuxième question, deuxième sondage. Pensez-vous que l'Union européenne soit garante de la paix dans le monde? Je vois que ça discute entre vous. Ça fait plus débat que la première question, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'on peut avoir les résultats pour voir combien de personnes ont participé? 64. Peut-être, ça augmente. Allez, il faut qu'on arrive à 80 comme le premier sondage. C'est quand même, voilà, presque moitié-moitié, mais il y a quand même une forte... Ah. Est-ce que vous êtes influencé par l'apparition du sondage sur la télé? Alors, 58-42. Bon, vous pensez globalement que l'Union européenne... Ah, ça va être 56-44. Vous pensez globalement que l'Union européenne est garante de la paix dans le monde. 86 participants, plus que le premier sondage. Ben voilà, on va rester sur 57-43. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ces deux sondages. Comme ça, on a un peu une vision de la salle sur ces questions-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser la parole à Serge, parce qu'on a décidé qu'on allait s'appeler par les prénoms, à Serge, pour nous expliquer un peu, dans le contexte du Forum mondial Normandie pour la paix, qu'est-ce que la paix? C'est une vaste question, on peut en discuter pendant des heures et des heures, mais il n'a pas plus de 5 minutes. Merci beaucoup et bonjour. J'aimerais commencer par présenter l'institut que je représente. Donc, c'est l'Institut pour l'économie et la paix, ou Institute for Economics and Peace. C'est un centre de recherche ou think tank basé à Sydney en Australie et qui a effectivement une vision globale et des bureaux distribués sur différents continents. Et donc moi je travaille à partir de Bruxelles pour la région Europe, la région la plus pacifique au monde, mais aussi pour la région qu'on appelle MENA, Moyen-Orient, Afrique du Nord, la région la moins pacifique au monde. Donc là, vous avez déjà un premier élément qui vous dit que les deux régions les moins pacifiques au monde sont limitrophes. Et donc, vous pouvez imaginer aussi les effets qu'une région va avoir sur l'autre, aussi bien positifs du nord vers le sud que plutôt négatifs du sud vers le nord. La question sur la paix est centrale pour l'Institute for Economics and Peace. Donc, le but de notre centre de recherche, c'est de mesurer et quantifier la paix. On le fait par l'index global de paix ou le Global Peace Index. On le fait par le Positive Peace Index. On regarde au terrorisme, on regarde aux menaces écologiques. On estime le coût de la violence ou le coût économique de la paix. Combien est-ce qu'on investit dans la violence par an ou combien est-ce que la paix nous coûte pour pouvoir la préserver. Et puis on fait des genres d'études au niveau académique, au niveau universitaire. Et quelque part, on essaie d'être une aide à la prise de décision, une aide aussi au développement de politique, mais aussi un centre d'information pour un public plus général, et certainement des étudiants comme vous. Donc on est dans une ère digitale, on est présent sur tous les réseaux sociaux, donc venez nous voir. Visionofhumanity.org, c'est notre site. Tout ce qu'on produit est accessible en source ouverte sur notre site. Donc tous les index auxquels je vais faire référence sont accessibles en anglais. Donc c'est un bon entraînement pour vous sur notre site. Donc allez-y, allez voir, vous allez avoir accès aux données, accès aux analyses et accès aussi aux différents index. Maintenant sur la question de la paix,
qui est centrale pour nous parce que c'est ce qu'on mesure. On a une double approche. Donc on va regarder d'abord à ce qu'on appelle la paix négative, ce qui est l'absence de violence ou la peur de la violence. C'est ce qu'on mesure dans notre index global de paix. Là, on a 23 indicateurs différents, 3 familles d'indicateurs. On va regarder à l'impact des conflits aussi bien externes qu'internes. On va regarder à la stabilité et la sécurité à l'intérieur de nos sociétés. Et le troisième panier d'indicateurs va regarder au niveau de militarisation. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle la paix positive. Donc, effectivement, quand vous regardez l'index global de paix, ça vous fait un classement de tous les pays du monde. Et en fait, c'est juste l'état du monde au niveau pacifique à la fin de la collection des données. Donc, c'est le 31 décembre de l'année précédente ou pour les indicateurs qui fluctuent plus facilement, le 31 mars. On produit toujours ça au mois de juin. Ça, c'est un état de fait, vous ne savez plus le changer. Donc, la manière de changer votre niveau de paix, c'est d'investir dans la paix positive. La paix positive, ce sont toutes les attitudes, institutions et processus à mettre en place pour créer, maintenir et développer la paix. Et on s'est rendu compte de quoi à l'Institut? C'est quand vous faites ça, quand vous augmentez vos niveaux de paix positive, donc quelque part vous augmentez vos niveaux de paix, eh bien vous allez voir que beaucoup d'autres indicateurs, et là je vais utiliser des mots anglais parce que j'ai tellement l'habitude de les utiliser, donc tout ce qui est happiness, donc si vous êtes plus heureux à vivre dans votre société, le well-being, si vous vous sentez bien comme personne dans cette société, mais on voit aussi que tous les indicateurs ESG, c'est-à-dire tous les indicateurs sociaux, les indicateurs économiques, les indicateurs de gouvernance et même la résilience écologique augmentent si vos niveaux de paix augmentent. Donc vous avez cette balance entre la paix négative, qui sont vos niveaux de paix, et la paix positive. Donc ça, c'est l'analyse qu'on fait de la paix à ce niveau-là. Et je vais en rester là, puis je continuerai avec les autres questions pour parler plus de ce qu'on fait. Merci beaucoup. On va... Ah, c'est bon. Merci beaucoup Serge pour cette introduction. On va laisser la parole à Philippe concernant qu'est-ce que la paix pour l'Union européenne et qu'est-ce que ça représente. D'abord, merci beaucoup. Je me sens très honoré d'être avec vous aujourd'hui pour parler de tout ça. Peut-être je vous dis juste un petit mot de ce qu'on fait. Donc moi, je travaille au service de recherche du Parlement européen. C'est une sorte d'équipe de chercheurs, on est 300 qui travaillent pour les députés. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes élu, on vit dans un monde qui est très compliqué. Vous devez prendre des décisions sur des sujets extrêmement complexes. Et comme vous pouvez l'imaginer, il y a de très grandes controverses scientifiques, publiques, etc. Et parfois, les députés ils ont besoin de se tourner vers des chercheurs en disant « mais en fait, au fond, c'est quoi l'état du débat scientifique sur telle ou telle question ?» Et donc nous, on est là pour les aider à faire ça. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est un peu le résultat de nos recherches à nous dans ce domaine-là. Ça ne représente pas forcément la position du Parlement européen, parce que le Parlement européen, il vote sur ses positions. Donc dans la mesure du possible, je vais toujours essayer de vous dire c'est la position du Parlement européen ou c'est ma position personnelle. Mais voilà, en tant que chercheur, je suis un peu comme ça entre les deux. Et je pense que c'est important de vous le dire pour commencer ce débat. Pour le Parlement européen, pour l'Europe, la paix, c'est le début de tout, en fait. Je pourrais vous faire remarquer que les 2 guerres mondiales du XXe siècle ont toutes les deux commencé en Europe. Ce qui veut dire que quand on n'a pas la paix en Europe, au XXe siècle, on a la guerre dans le monde entier. Et ça, c'est un constat que les Européens ont fait. C'est finalement aujourd'hui un peu plus de 70 ans de paix entre les États membres. C'est quasi inédit dans l'histoire du continent. Et donc la paix, elle commence à la maison pour les Européens d'une certaine façon. Comment est-ce qu'on la voit? Là, je suis très d'accord avec tout ce qu'a dit Serge. Il y a plein de manières différentes de concevoir la paix. Soit la paix, c'est juste la tranquillité. Soit la paix, c'est quelque chose de plus positif, quelque chose qui est tourné vers l'amélioration du bien-être collectif. Et l'Union européenne, et dans ses frontières et à l'extérieur de ses frontières, essaye de contribuer à ces 2 dimensions. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va repartir sur Slido et vous faire travailler une nouvelle fois. Comme on est sur le forum Normandie pour la paix et qu'on a un indice Normandie pour la paix, donc, qui est chaque année publié au moment du forum, on a des indicateurs, on parlait des indicateurs, et il y en a 11 au niveau de l'indice Normandie. Par contre, nous, on veut voir, vous, quels sont vos indicateurs à vous concernant la paix. Et donc, on va vous poser une question.
selon vous, donc vraiment, quelles sont les menaces à la paix? C'est un nuage de mots qui va apparaître, donc essayez de mettre un mot ou une idée pour qu'on puisse voir apparaître sur le nuage de mots les idées que vous avez sur les menaces à la paix. Là, vous voyez, selon ce que vous mettez, plus le mot est gros, plus ça veut dire que vous l'avez mis en commun dans le nuage de mots. Alors, on voit que le terrorisme et terrorisme, d'ailleurs, ensemble, viennent en plus gros. Vous avez la guerre. Vous avez, en plus petit, vous avez les tensions, les conflits. Vous avez religion, qui revient plusieurs fois. Racisme. Alors, quand vous faites des phrases, eh ben, on a les phrases qui sont coupées. Par contre, intolérance, qu'on peut voir, migration, djihadisme, dictature. Alors, les attentats, malhonnêteté, corruption. Vous avez même cité des noms, Vladimir Poutine. Vous avez cité des pays, la Chine, les États-Unis. Vous mettez l'instabilité politique, vous mettez les matières premières, le fait qu'il n'y ait pas de démocratie, la pauvreté aussi, les extrémistes, les armes, les désaccords, ensuite je vois l'injustice aussi, le réchauffement climatique, le fanatisme qui reviennent aussi. Eh ben, c'est très intéressant, puisque quand vous allez voir les indicateurs de l'indice Normandie pour la paix, vous allez voir que vous n'êtes pas très loin. Et donc, c'est rassurant pour le travail des experts. Oui. Ça ne ressort pas vraiment, mais ça c'est revenu plusieurs fois quand même. Donc, voici les 11 indicateurs pour mesurer l'indice Normandie pour la paix. Il y a donc les menaces à la paix, il y a le changement climatique, la cybersécurité, le terrorisme, les menaces hybrides, le processus démocratique, la crise économique, les crises économiques même, la désinformation, les fake news, les conflits violents, les États fragiles, la criminalité transfrontalière et les armes de destruction massive. Voici les indicateurs utilisés pour mesurer l'indice Normandie pour la paix. Et donc, vous n'êtes pas très loin. Il y a des thématiques que vous n'avez pas mis, évidemment, mais vous n'êtes pas loin quand même sur les thématiques dans le nuage de mots. C'était très intéressant d'avoir vos points de vue. Merci beaucoup. Alors, on va passer à Lucia, qui va vous expliquer donc comment va se dérouler notre débat par la suite. Oui, alors, tout au long des échanges entre les intervenants et ou la salle, il faudra prendre en compte les fils rouges, la thématique d'aujourd'hui pour ces échanges, qui est qu'est fait l'Union européenne pour la gouvernance de la paix. Donc voilà, essayez de garder cette question en tête pour pouvoir essayer de la répondre tous ensemble ou de débattre et de discuter plus approfondément. Et donc, je passe la parole à Monsieur Philippe. Est-ce que vous pouvez réagir sur ce que vous avez vu, entendu, voilà. Comme ça. Merci beaucoup. Vous voyez, je pense que comme dans cette salle, les Européens, les États européens, les habitants européens sont tous différents. Et c'est vrai qu'on entend quand même souvent cette idée que oui, ben, l'Union européenne, elle n'est pas très efficace. Finalement, qu'est-ce que fait l'Europe? Le début de faire quelque chose en commun, c'est toujours de partager une vision du problème. Et ce qu'on voit avec vos interventions, les mots que vous avez choisis, c'est que finalement, pour certains de ces problèmes, vous les avez bien tous identifiés. Ce qu'on a essayé de faire au service de recherche avec l'indice Normandie, c'est de se dire, mais finalement, est-ce que les Européens, aujourd'hui, partagent une même vision des problèmes du monde? Donc il y a eu un grand exercice européen en 2016 où tous les États membres, le Parlement européen, la Commission européenne, les institutions européennes
ont pris 1 an et demi pour vraiment tout mettre sur la table et se dire, mais voilà, quand on est estonien et qu'on est voisin d'une Russie qui est très puissante, on a une certaine vision du monde. Quand on est espagnol et qu'on est proche en fait, d'une région du monde méditerranéenne qui est un peu déstabilisée, on a peut-être une autre manière de voir les choses. Le vrai problème des Européens, c'est d'arriver à partager leur vision des choses. Parce que bien entendu, la vision des choses que vous avez, elle dépend de là où vous êtes, elle dépend de votre histoire, elle dépend de votre société, la manière dont votre société fonctionne. Ça nous a permis de créer une sorte de, je vais dire, de compas, de feuille de route des menaces dans le monde telles que vues par les Européens. C'est ce qu'on appelle la stratégie globale. Et les éléments qu'il y a dans la stratégie globale, c'est les 11 éléments que vous avez vus là sur la carte. C'est ça qu'on a repris avec l'aide de Serge et de ses équipes pour essayer de se dire, mais finalement, voilà, ça c'est le monde et les problèmes vus par les Européens, mais si on regarde nos voisins, est-ce que nos voisins partagent les mêmes problèmes, hein, et où on en est? Est-ce qu'on peut le mesurer? Et ça, c'est très important quand on parle à nos élus, à nos députés, ils nous disent, OK, mais est-ce qu'on peut le mesurer? Est-ce que vous pouvez me dire si ça va mieux ou si ça va moins bien? Et est-ce que vous pouvez le faire rationnellement, pas seulement avec une question de sentiment? L'indice Normandie permet de faire ça, en fait. Il permet de se dire d'une année sur l'autre, on va voir évoluer les choses. Il permet aussi de regarder un peu finement, pays par pays, ce qui se passe. Et vous voyez, le plus important pour moi, et c'est vraiment le truc que je raconte tout le temps, c'est pas le classement et c'est pas les chiffres. C'est que le classement et les chiffres, ils sont censés vous dire, mais il y a peut-être ce pays auquel on pense jamais, dans lequel c'est en train de s'améliorer. Vous voyez, tout à l'heure, avant qu'on commence, on parlait d'un tout petit pays près de l'Indonésie qui s'appelle le Timor-Leste. Et on faisait le constat avec Serge que ces dernières années, au Timor-Leste, ça va mieux. Voilà. Et parce qu'on parle toujours des pays où ça va moins bien. Alors, la liste des pays où ça va moins bien, on peut en parler aussi, hein, il y en a beaucoup. Mais si ça va mieux, pourquoi, hein? Et est-ce que ça va mieux parce que l'Union européenne a fait quelque chose toute seule ou avec d'autres? Ou si ça va moins bien, est-ce que c'est parce qu'on aurait dû faire quelque chose et on ne l'a pas fait? Donc, c'est vraiment un outil pour se poser des questions sur l'état du monde, pour se poser des questions sur ce qu'on fait, pour se poser des questions aussi sur, disons, la manière qu'on a de voir les choses. Vous voyez, peut-être 2 enseignements qui sont très puissants. C'est qu'il faut s'intéresser pas aux pays dans lesquels ça va le plus mal, parce que les pays dans lesquels ça va le plus mal, en fait, on les connaît tous. Si on fait un sondage, là, et je vous demande les 10 pays du monde aujourd'hui où ça va le plus mal, on va tous les trouver. Vous allez me dire c'est la Syrie, vous allez me dire c'est le Soudan, vous allez me dire c'est l'Afghanistan. Voilà, c'est un constat partagé. Mais peut-être il faut s'intéresser aux pays dans la liste du 3e quart. C'est-à-dire des pays où, en gros, ça va pas bien, et ça pourrait être pire, et c'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. Ça, c'est le premier constat. Et le deuxième constat, si on regarde la carte du monde, eh bien, finalement, c'est un peu comme dans une famille. C'est rare qu'un pays aille très bien tout seul ou qu'un pays aille très mal tout seul. Il va toujours bien ou mal avec ses voisins. Et si ça se dégrade très très vite dans un pays, vous avez 100% de chance que dans les années qui viennent, ça se dégrade aussi chez ses voisins. Donc, sur la carte du monde, vous voyez, il y a des clusters, en fait. Et donc, qu'est-ce que l'Union européenne peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire des politiques qui ne sont pas seulement vers un pays, mais vers une région de pays? Serge faisait très justement remarquer que dans votre perception des risques, vous avez très peu parlé du réchauffement climatique. Je vous donne juste un chiffre. 8 sur 10 pays du monde où vous avez une intervention de casque bleu, si vous prenez 10 pays du monde où il y a une intervention de casque bleu, vous en avez 8 sur 10 où il y a une 100% de chance d'avoir des événements climatiques majeurs dans les 10 ans qui viennent. Donc imaginez un pays où ça va très très mal, avec beaucoup de réfugiés, avec une guerre civile, et là-dessus vous rajoutez des inondations, des catastrophes, des tremblements de terre, etc. Donc vous voyez, ces questions-là, en fait, elles sont interconnectées, et ça c'est aussi quelque chose qu'on a appris en travaillant là-dessus. Merci beaucoup Philippe. Une réaction, Serge? Merci. Est-ce que je pourrais avoir le sondage avec tous les mots, si c'est possible, voilà. si c'est possible. D'abord, félicitations, parce que vous avez vraiment trouvé les 11 indicateurs et tous les autres. Vous avez aussi identifié ce qu'on appelle les battle space, donc les espaces de combat, qui vont être les espaces de combat futurs. Donc ce sera le monde virtuel, le cyber war, ce sera l'espace aussi. Et donc là, vous avez déjà une première constatation, c'est définir le conflit, définir la guerre. Donc l'idée de grandes forces Panzertruppen qui dévalent les plaines européennes, ça il faut oublier, ça va plus se passer. Par contre, des attaques qui vont se passer dans le monde cyber, une influence par la désinformation, une influence d'États, ou même une déstabilisation d'États par des menaces hybrides, ça c'est le futur. L'espace.
On travaille aussi sur un projet de la Commission européenne qui regarde sur la diplomatie de l'espace. Et donc j'ai été mis dans ce projet-là. Et ma première question, c'était de dire quid de la sécurité dans l'espace. Tout le monde m'a regardé, quoi. La sécurité dans l'espace, ça n'existe pas. Mais oui, justement, c'est là que ça va se passer. Donc quand vous regardez le nombre d'espaces dans lesquels on peut combattre, donc les air, terre, mer, ça c'est connu. Puis vous avez cyber, qui est reconnu comme espace de combat, et vous avez espace, reconnu comme espace de combat. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Je vois beaucoup de mots sur cet écran que je considère être des conséquences. Le terrorisme est une cristallisation d'autres formes de violence. Cette forme de violence est générée par des causes et des souches bien diverses. Vous prenez le centre de gravité actuel de l'impact du terrorisme en Afrique subsaharienne, 99% des groupes terroristes ou des gens qui engagent dans le terrorisme ou dans la violence extrême, si vous revenez à l'élément de départ de la motivation de ces personnes de le faire ou de ces groupes de se former, c'est le combat pour l'accès aux ressources. L'accès aux ressources génère une forme de violence. Cette forme de violence est manipulée et peut générer une cristallisation dans l'impact du terrorisme. Vous prenez nos sociétés ou la société mondiale, les inégalités, le manque d'inclusion, le développement de griefs, forme un potentiel pour amener la violence qui va cristalliser dans une forme de violence. Quand vous prenez par exemple les autres formes de conflit, il faut toujours aller chercher les sources, il faut aller voir les terreaux fertiles, c'est là qu'il faut intervenir. Par exemple, quand vous prenez le terrorisme, c'est quelque part le seul index où jamais une bonne nouvelle, parce que c'est le seul index où on voit l'impact diminuer au niveau global. Par contre, il faut faire attention dans certains pays. Je peux prendre l'exemple du Nigeria. Vous avez l'index global du terrorisme qu'on produit, va vous dire moins 30%. Par contre, vous voyez qu'un groupe comme Boko Haram ou un groupe comme l'État islamique dans les provinces occidentales africaines a une croissance de 30% de leur impact. Ce que vous voyez là, c'est que l'impact sécuritaire mis sur un groupe comme Boko Haram ou en Syrie, Irak, sur un groupe comme l'État islamique, vous savez vraiment les craquer avec une intervention militaire, une intervention sécuritaire. Par contre, vous ne savez pas cette puissance que vous allez mettre sur ce groupe n'est pas pérenne, vous ne savez pas tenir ça sur des décennies. Donc à un certain moment, vous allez devoir relâcher votre emprise sécuritaire sur ces groupes. Si, sur la période de votre impact sécuritaire, vous n'avez pas pris en compte les causes, si vous avez laissé le même terreau fertile, ben ces groupes-là vont repartir là où ils ont arrêté. Et c'est ce qui est en train de se passer en Nigeria, sur le nord-est du Nigeria. Et c'est ce qu'on peut attendre aussi de voir se développer au niveau de la Syrie, de l'Irak, si on ne règle pas les problèmes sociétaux, si on ne règle pas les problèmes non violents de ce genre de pays-là, si on n'enlève pas le terreau fertile pour la radicalisation, pour la violence extrême et pour le conflit. Et donc, chaque fois que vous allez déposer un mot, il faut vous poser la question, est-ce que c'est une cause, est-ce que c'est une conséquence ? Le changement climatique, et ça je reviens tout à fait sur... je sais qu'on a encore une question derrière, mais j'ai beaucoup d'autres choses à dire là-dessus. Changement climatique, il y a un lien clair, établi, chiffré, entre l'impact écologique, parce que c'est l'impact écologique qui est en fait accéléré par le changement climatique, mais même sans changement climatique, juste les impacts de menaces écologiques peut amener à la déliquescence d'États ou de systèmes étatiques. Et il y a un lien clair donc, entre l'impact écologique et l'accès à la violence. Tous les pays qui ont le plus grand impact écologique sont généralement aussi des pays qui sont soit dans un conflit, soit qui sont en train de dégénérer dans un conflit. Il y a un lien clair, un lien vraiment intime entre la dégradation écologique et le manque de sécurité dans ces pays-là. C'est pour ça que quand j'ai vu tous vos mots, ma première action, c'était de dire « Ah, il manque quelque chose là, qui est quid de la sécurité écologique ». Merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer à nos 3 sous-thèmes qu'on va vous présenter chacun un par un. Et vous allez réagir aussi. Réagissez au débat. Posez vos questions sur Slido. Continuez à poser vos questions parce qu'à chaque fin de thématique, on va vous passer le micro pour que vous puissiez débattre avec nos intervenants. Si vous avez vraiment, si vous êtes timide, posez la question sur Slido et ça sera nos collègues dans la salle qui poseront les questions pour vous. Donc on va passer à la première thématique. On a vu sur les indicateurs de l'indice Normandie pour la paix qu'il y avait aussi les droits sociaux, les droits fondamentaux, la démocratie, etc., qui pouvaient être pris en compte pour la paix. Et donc, on ne pense pas tout de suite aux droits sociaux, aux droits fondamentaux dans la paix.
Et en fait, quels sont leurs rôles dans la gouvernance de la paix au niveau européen et mondial. Donc je laisse Philippe réagir et ensuite Serge. Ok. Bon, grosse question. D'abord, la première chose que je peux dire, c'est que le projet européen, il est basé sur l'idée qu'on a des droits fondamentaux en tant qu'Européens. Je vous donne juste une différence majeure entre les Européens et les humains du reste du monde. Nous, les Européens, majoritairement, on pense que la peine de mort n'est jamais une peine acceptable. En Chine, au Japon, aux États-Unis et dans beaucoup de pays du monde, ça paraît totalement une peine acceptable. Les Européens ont décidé il y a longtemps, il n'y a pas un seul pays de l'Union européenne qui applique la peine de mort. C'est un droit fondamental des Européens et c'est aussi un droit qu'on essaye d'exporter. C'est-à-dire dans toutes ces politiques européennes, l'Union européenne va toujours essayer d'être abolitionniste, de convaincre les autres pays, de gré, et je vais vous donner un exemple aussi un peu de force, de laisser tomber la peine de mort. Je vous donne un exemple qui est intéressant. Il se trouve qu'avec les Américains, sur la peine de mort, on n'est vraiment pas d'accord. Vous savez qu'aux États-Unis, disons, les méthodes de mise à mort sont différentes dans chaque État, mais c'est beaucoup chimiquement. Et les Européens se sont rendus compte que les produits chimiques qui étaient utilisés, ils n'étaient pas produits aux États-Unis, ils étaient produits en Europe. Et donc les Européens ont interdit l'exportation de produits chimiques qui peuvent être utilisés pour l'application de la peine de mort aux États-Unis. Alors, les Américains n'étaient pas très contents parce que pendant 1 an, ils ont exécuté personne parce qu'ils n'avaient plus les produits. Et on peut, avec les Américains, être vraiment pas d'accord. Et donc ça, c'était un exemple où on a dit, voilà, nous les Européens, on voit le monde comme ça, et on est cohérent en fait avec notre manière de voir le monde. Je peux vous donner d'autres exemples. Il se trouve que les Européens sont aussi, à l'échelle mondiale, l'acteur, donc je parle de l'Union européenne et de ses États membres, le plus généreux dans l'aide humanitaire, numéro 1 dans le monde. Et pour énormément de pays du monde, l'Union européenne est le premier donneur. Et aussi dans l'aide au développement, et je peux même vous donner des comparaisons qui vont vous montrer à quel point c'est un engagement européen fort. Si je prends les chiffres globaux de l'aide au développement, quand les Européens donnent 7, les Américains donnent 3, et les Japonais donnent 0,5. D'accord ? Donc on est quand même sur des montants où l'Union européenne reste non seulement le premier contributeur à l'aide humanitaire et aussi le premier contributeur à l'aide au développement dans le monde. Et ça, c'est un choix très fort qui a été fait par les Européens. Je vais prendre juste 2 autres exemples. Le premier, c'est l'élargissement de l'Union européenne. Comme vous êtes trop jeune, bien sûr, c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas vous souvenir. Il se trouve que moi, je suis de la génération des enfants qui ont vu la chute du mur à la télé, voilà, en 89. Et je ne comprenais pas pourquoi ces gens étaient tellement contents de se retrouver. J'ai demandé, je peux questionner mes parents qui ne suivaient pas trop l'actualité, j'avoue qu'ils ne comprenaient pas trop non plus. Mais il y a eu quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire européenne de ces 20 dernières années, de ces 30 dernières années, c'était de se dire notre continent est divisé par un mur, divisé par des barbelés. Les gens qui tentaient de passer la frontière, ils se faisaient quand même tirer dessus dans le dos par des militaires qui étaient sur des miradors, et ça, on a arrêté ça. Et l'élargissement de l'Union européenne, ça a été une formidable occasion de stabiliser cette Europe qui était en train de se transformer. La dernière chose que je vais vous dire, c'est sur la santé. Vous voyez, on a beaucoup critiqué l'Union européenne il y a quelques mois en disant « Ah oui, mais les vaccins, ça ne marche pas, on ne produit pas de vaccins, etc. » C'est vrai qu'on est 27, c'est un peu long de se mettre d'accord. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est le premier lieu de production de vaccins au Covid dans le monde, mais c'est aussi, et de très loin, le premier exportateur, le premier donateur de vaccins. Alors on est très 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 loin de ce qu'on devrait faire, puisque dans les pays du tiers-monde, c'est moins de 3% des gens qui sont vaccinés. Mais si vous regardez d'autres acteurs internationaux, si vous regardez la Russie, qui a fait beaucoup de pubs sur le très peu de vaccins qu'ils ont réussi à envoyer dans beaucoup de pays du monde, alors qu'ils n'ont pas beaucoup vacciné leurs propres ressortissants, si vous regardez les États-Unis, si vous regardez les Anglais, eux, ils ont choisi de vacciner d'abord leur population. Et nous, les Européens, on a fait du 50-50. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on a vacciné un Européen, on a aussi donné une dose pour le mécanisme ONU qui permet d'envoyer des vaccins dans les pays du tiers-monde. C'est juste pour vous donner quelques exemples sur la place des droits fondamentaux dans ce que font les Européens. On se l'applique à nous-mêmes. Je ne dis pas que c'est parfait, il y a beaucoup d'efforts à faire, et on essaie aussi de l'appliquer dans notre attitude vis-à-vis des autres pays du monde. Merci beaucoup. On va laisser Serge réagir aussi. Merci.
Je pense qu'il est important, vous savez, tous les 11 indicateurs, tous les mots que vous avez mis, il faut comprendre que l'influence que ça a sur la paix, c'est une influence systémique. Ça veut dire que ce n'est pas un indicateur qui va faire tomber un pays ou toute une région. C'est une interaction. Tous ces différents facteurs influençant paix et sécurité sont tous interconnectés. C'est une approche systémique. Il n'y a pas vraiment de cause à effet. C'est vraiment tous les indicateurs ensemble qui vont faire que votre niveau va monter ou soit votre niveau va baisser. Quand on prend l'index de paix positive que nous produisons, ces 8 piliers interconnectés, ce sont vraiment les indicateurs, les piliers qui ont le plus grand impact, le plus grand effet sur la création de la paix. Beaucoup de ces piliers sont à vocation sociale. Vous avez un environnement économique stable et je veux dire inclusif et égalitaire. Vous avez le développement du capital humain. Vous avez des niveaux de gouvernance élevés. Vous avez des niveaux de corruption bas. Vous avez aussi une distribution équitable des ressources. Et vous pouvez continuer comme ça sur les 8 piliers. Vous allez voir que la majorité de ces piliers-là ont une vocation socio-économique, une vocation de stabilisation socio-économique. Quand vous prenez les index globaux de paix, que ce soit l'index Normandie ou ce que nous produisons de manière générale chaque année, vous allez retrouver, par exemple, dans l'index global de paix, comme je vous ai dit en ouverture, l'Europe est la région la plus pacifique au monde. Plus ou moins stable, on a un petit problème interne, mais on arrive toujours à se stabiliser. La paix pendant 76 ans déjà, et on continue. Une paix qu'on essaie d'exporter vers d'autres régions, souvent avec ce qu'on appelle du soft power, donc c'est exactement ce que Philippe a expliqué. Donc on préfère envoyer des humanitaires, des gens qui font du développement, plutôt qu'envoyer des militaires, mais on envoie aussi des militaires quand c'est nécessaire. Donc on a cette politique commune de politique étrangère, mais aussi une politique commune de sécurité. Et donc ces choses-là sont mises en place et font une belle balance entre la diplomatie, la défense et aussi le développement. Donc c'est vraiment cette action-là qu'il faut voir au niveau de l'Union européenne dans une approche systémique. Ça, c'est vraiment important à comprendre. La dernière chose, c'est quand même qu'il faut se rendre compte que dans tous les index, les pays de l'Union européenne sont dans le top de l'index. Cette année, pour la première fois, sur les 10 pays, les 10 premiers pays dans l'index global de paix que nous produisons, 8 sont européens. Généralement des petites démocraties. Les démocraties, de toute façon, vous les retrouvez tout au-dessus de l'index parce que grand niveau de stabilité, grande ouverture aussi dans l'échange avec les citoyens. Ça, c'est très important. On a vu sur la dernière décennie une montée de ce qu'on appellerait en anglais civil unrest, donc les troubles sociaux. 250% de troubles sociaux en plus. Le Covid a rajouté une couche de 10%. Donc le Covid a juste accéléré, aggravé ce qui existait avant. Quand vous regardez la distribution de cette évolution, vous voyez que c'est en Europe que la montée des troubles sociaux était la plus forte. Par contre, c'est aussi en Europe où avec le plus bas taux de violence pour ces troubles sociaux. Donc l'Europe vous permet de ventiler vos griefs, de ventiler vos frustrations, de descendre dans la rue, de créer des mouvements, d'influencer les politiques, mais dans un environnement non violent. Vous prenez les mêmes chiffres pour le reste du monde, par exemple, de nouveau, l'exemple de l'Afrique subsaharienne, c'est une montée de plus de 600 à 800% des troubles civils ou des troubles sociaux, avec une majorité de 60 à 70% de ces troubles qui tournent à la violence. Donc ça, c'est cette approche-là qui est différente. Donc, l'Union européenne, par cette approche libérale des relations internationales, par l'interconnexion qu'elle établit, a créé la paix et la maintient, et essaye de prendre ce projet et de l'amener dans d'autres régions du monde par une approche qu'on appellerait plus soft power, mais qui a quelque part la même qualité et les mêmes conséquences possibles positives pour les pays dans lesquels ils interviennent. Je vais juste vous donner un chiffre. Sur les 20 années de conflit en Afghanistan, les États-Unis ont investi 2,3, je crois en français c'est billions, en fait c'est 2300 milliards de dollars dans la guerre. 2300 milliards de dollars dans la guerre. 2300 milliards de dollars sur cette période de 20 ans représentent 100 fois le salaire moyen afghan. Imaginez ce que vous auriez pu faire si vous doublez juste le salaire moyen afghan sur une période de 10 ans. Vous avez encore toujours 90% de votre investissement en poche. Imaginez l'impact que ça aurait pu avoir sur la société afghane. Chaque année, 11,5% du produit du PIB global est investi dans la violence. C'est plus ou moins entre 14 et 15 000 milliards de dollars.
1% de l'investissement qu'on fait dans la violence chaque année, c'est le budget global d'aide au développement, partout dans le monde. Donc tes chiffres sont corrects, mais c'est juste 1% de l'investissement qu'on fait dans la violence. Et dans la violence, c'est 75 à 80% dans ce qu'on va dire l'endiguement possible de la violence. Donc on va investir 40% dans l'outil défense, on va investir 30-35% dans l'outil sécurité interne, police, renseignement, justice, et plus ou moins 5 à 10%. Et ça, c'est très quand même, c'est assez difficile à comprendre dans ces compagnies privées militaires de sécurité. Et donc vous avez 75 à 80% de l'investissement dans la violence qui est fait dans ce qu'on appelle en anglais violence containment. Donc c'est vraiment endiguer la violence. Et l'impact direct de la violence, c'est 20 ou 25% du budget. Donc c'est quand même des chiffres sur lesquels il faut revenir. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire si on investissait plus dans le développement? Un développement qui doit être revu, bien sûr, et avec des objectifs clairs. Si on investissait plus dans l'humanitaire et si on investissait moins dans la violence et moins dans la défense et le militaire. J'étais officier belge. J'ai travaillé 30 ans dans la défense. J'ai fait tous les conflits des 30 dernières années. J'ai participé à la gestion de crise. Je fais le même travail aujourd'hui sous un autre angle. J'espère avoir plus de succès cette fois-ci. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce que déjà vous avez des questions à cette étape-là, à ce moment-là? Il y a des questions sur le Slido. Est-ce que Salomé ou Sonia, on peut... Alors, elle me les a envoyées sur mon téléphone. La pluie normande, vous voyez, nous fait un joli son de fond. Alors, on a une question. Alors, on a des questions sur le retour, effectivement. Alors, la paix en Europe, mais qu'en est-il de l'Ukraine et du Donbass? Est-ce que l'Union européenne peut participer à la paix quand la guerre est bénéfique aux grandes puissances? Une des premières questions posées. On a aussi, mais est-ce que les humains sont-ils prêts à arrêter la guerre? Donc les questions qui viennent de la salle. Il se trouve que la question sur les humains et la guerre, c'est la même question que la toute première question qui a reçu le plus de votes, qui est mais est-ce que les êtres humains sont capables de ne plus engendrer la guerre, même quand on arrive à effacer tous les éléments déclencheurs comme le terrorisme? J'allais dire, ça c'est plutôt pour le cours de philo. Mais ceci dit, si vous êtes en terminale, vous allez avoir un cours de philo. Donc c'est une très grosse question. C'est une très grosse question et je dois dire que dans l'Union européenne, c'est une question aussi qu'on se pose chaque jour. Parce qu'il y a derrière le projet européen un idéal. Une sorte d'idéal libéral qui est de dire, en fait, on peut se mettre d'accord sur tout. Ça prend du temps, mais les êtres humains sont des êtres rationnels et pas seulement des êtres émotionnels. Et en tant qu'êtres rationnels, ils peuvent se mettre d'accord sur les principales causes de conflit. Et vous voyez, il y a plein de pays du monde, alors Serge aura raison, il dira c'est plutôt des petits pays, plein de pays du monde où des gens très différents, par exemple la Belgique, pays dans lequel j'ai vécu très longtemps, pays magnifique, des gens très différents qui, en fait, ont réussi à résoudre leurs différends de manière pacifique, de manière institutionnelle. Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi au niveau européen. Est-ce que c'est possible au niveau global? Je ne sais pas. Et là, vous verrez dans votre cours de philo, il y a des idées très différentes là-dessus. Rousseau dit c'est impossible dans un corps politique qui est trop grand. C'est possible seulement au niveau des villes, au niveau des tout petits pays, parce que les gens, on peut les connaître, on peut les rencontrer physiquement. Pour Rousseau, c'est une dimension essentielle de la vie en commun, de rencontrer physiquement les gens. Et puis d'autres gens qui disent bah oui, la paix globale, c'est possible. Disons, l'unité de la société humaine, c'est possible. Je vous donne juste un exemple qui est une chose quand même que les êtres humains, on a fait tous ensemble, c'est la conquête de l'espace. Si vous regardez la Station spatiale internationale, finalement, peu importe la nationalité de ces spationautes qui sont dans l'espace, ils y sont là en tant qu'humains. Et on fait d'ailleurs des progrès. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes femmes dans la salle. Dans les années 70, on a envoyé une sonde dans l'espace, et sur cette sonde, et dans cette sonde, on a écrit des choses au cas où cette sonde rencontrerait des extraterrestres. D'accord ? Donc il y a un disque des Beatles. Il y a différents documents qui sont censés représenter l'humanité. Mais sur la sonde elle-même, il y a un dessin qui représente l'humanité. C'est un homme et une femme
qui sont dessinés. Et alors, l'homme, lui, il a la main levée et la femme, elle a les bras ballants. Ça veut dire si ces deux-là, vous les rencontrez, c'est à lui qu'il faut parler. Alors ça, on a compris, en tant qu'être humain, qu'il faut arrêter. Les prochaines sondes qu'on va envoyer, on va expliquer que si vous rencontrez un homme ou une femme dans l'espace, il faut parler aux deux. Ce n'est pas les hommes qui dominent l'humanité. Tout ça pour vous dire que voilà, il y a quand même des choses qu'on arrive à faire ensemble, il y a des choses sur lesquelles on change, mais on n'a pas de réponse à cette question morale, cette question philosophique de savoir si la paix, l'état de paix est possible entre tous les humains. Ce qu'on regarde, c'est le progrès. C'est-à-dire, est-ce qu'on va vers plus de paix ou est-ce qu'on va vers plus de violence? Merci beaucoup. Est-ce que Serge... Merci Philippe. Quand je regarde toutes vos questions, il y a un mot qui ressort pour moi, c'est puissance. Et c'est effectivement... Enfin, tu as fait ton approche philosophique sur les normes et les valeurs de l'Union européenne. Je peux essayer de starter un cours sur les relations internationales et les sciences politiques internationales. En fait, ce que vous voyez là, ce que vous voyez pour l'instant, on est en train de changer d'ordre international. Et en fait, on est en train de passer du 75 ans de libéralisme international. Donc, c'est un système, c'est un débat ou une approche des relations internationales qui est basée sur l'humain, l'individu, donc sur les normes et les valeurs, et l'égalité entre ces humains. L'humain est central avant la société. Et cette approche libérale va jouer sur le fait que les démocraties ne vont pas aller en guerre l'une avec l'autre, sur les pays qui sont interconnectés économiquement, que des relations fortes économiques ne vont pas se faire la guerre. Et pour que ça soit mis en place, pour que ça marche, eh bien, il faut que la paix soit centrale. Il faut créer la paix. Une fois que la paix est créée, on peut créer ces interconnexions qui vont renforcer la paix, d'où approche systémique. Donc, approche libérale des relations internationales, l'individu est central. La paix est centrale, les relations qu'elles soient économiques ou politiques, sont centrales. Ça, c'est fini. Ça, c'était 75 ans, c'est fini. On est aujourd'hui dans un monde qu'on appelle un monde réaliste, ou même dans un monde réaliste offensif, où c'est l'État, c'est le pays, la nation qui est centrale, c'est plus l'individu. La paix, c'est quelque chose d'accessoire. Si on arrive à maximiser sa puissance et à maximiser ses intérêts via une situation pacifique, on va le faire. Si ce n'est pas possible, on le fera par des moyens de coercion, comme la défense, comme l'influence, comme les moyens de désinformation ou les menaces hybrides. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Le dernier bastion qui défend l'approche libérale, c'est l'Union européenne, c'est l'Europe. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris, que l'Union européenne devrait comprendre, parce que ça défierait sa position dans le monde de manière différente. Et c'est aussi quelque chose qui va être important pour cette stratégie, ce compas stratégique et cette autonomie stratégique de l'Union européenne. Mais c'est surtout quelque chose qui va aller déterminer la puissance de l'Union européenne. La puissance, elle est calculée comment? Elle est calculée par les capacités que vous avez. Donc, c'est la taille de votre pays, la taille de votre population, votre présence dans le monde international. Donc, si vous êtes un des P5 des Nations Unies, vous avez quand même un peu plus de puissance que la Belgique qui va dire 2 fois par an que tout va bien. Et puis, vous continuez. Par exemple, les États-Unis, accès aux 2 océans majeurs, c'est quand même pas mal comme puissance. Donc, vous avez les capacités. Ça, c'est très, très difficile d'influencer. Vous avez la puissance économique. Regardez la Chine aujourd'hui, c'est le pilier qu'elle a choisi. Vous avez la puissance militaire. Regardez sur les 50 ou 70 dernières années, c'est le pilier que les États-Unis ont choisi. Quand vous regardez par exemple les États-Unis, le budget défense, c'est entre 600 et 700 milliards par an. Les subsides à l'export chinois, c'est la même masse financière. La même masse financière. Donc il est très difficile aujourd'hui d'aller comparer ces puissances parce que chaque acteur va utiliser un autre pilier ou un autre élément de sa puissance. Le problème pour l'Europe, c'est que la puissance, ce n'est pas une addition, c'est une multiplication. Et une jambe de la multiplication, c'est l'addition des capacités des différents piliers. L'autre jambe, c'est est-ce que j'ai une stratégie et est-ce que j'ai la volonté politique d'appliquer la stratégie? Et c'est là où ça devient difficile pour l'Europe et les acteurs européens. Parce que généralement, là, ça tend vers zéro. Soit il n'y a pas de stratégie, soit elle n'est pas appliquée, soit ce n'est pas une stratégie que tous les acteurs européens vont appliquer. Et il y a certainement un manque de volonté politique d'aller, dans un monde qui a changé, prouver la puissance de l'Union européenne. Et vous savez très bien, quand vous êtes au lycée, que dans une multiplication, quand une des 2 jambes, c'est 0, que le total va aussi tendre vers 0. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut commencer à comprendre, c'est qu'on est les seuls à appliquer un système que j'appellerais de softie,
mais qui marche, on l'a prouvé, et le reste du monde est en train dans une compétition intense dans laquelle nous, on arrive en disant on va s'entraider. Et ça, c'est quand même une opposition de style qui, à terme, sera défavorable, pour la paix dans le monde, et on le voit clairement dans les chiffres, mais aussi pour la position de l'Europe et la capacité de l'Europe de gouverner la paix ou d'influencer la paix dans un monde en opposition constante dans lequel la paix n'est plus centrale. Bénédicte, je te laisse la parole. Justement, pour rebondir sur ce que vous dites, il n'y a pas de stratégie. Vous avez évoqué beaucoup justement le changement climatique et ses conséquences justement pour le maintien de la paix. Vous avez aussi, je rebondis sur les droits sociaux, les droits fondamentaux. Il y a quand même une volonté européenne justement de se doter d'outils de cap, de feuilles de route. Pour les droits sociaux, on a fêté l'année dernière les 20 ans de la charte des droits fondamentaux, la charte européenne des droits fondamentaux. Il y a le socle européen des droits sociaux qui est la priorité justement de l'action de l'Union européenne. Et l'autre priorité aussi de l'Union européenne et l'autre feuille de route importante, c'est le pacte vert pour l'Europe. Et justement par rapport aux menaces liées à l'énergie, liées au changement climatique. Est-ce que, Philippe, vous pouvez un petit peu nous en dire plus, justement ? Peut-être commencer par vous donner 2 chiffres. Le premier chiffre, c'est celui des évaluations. On n'est pas très bon à faire ce genre d'évaluation, mais l'évaluation des possibles réfugiés climatiques en 2050. 2050, c'est dans pas longtemps. Donc c'est soit entre 25 millions, c'est-à-dire toute la population de la Roumanie, et on sera très probablement plutôt autour de 100 millions. 100 millions, c'est toute la population de la France plus toute la population de l'Espagne. De gens qui auront été déplacés parce qu'il sera devenu impossible de vivre dans les régions dans lesquelles ils vivaient avant. Donc ça va être par exemple dans le Sahel. Le Sahel, je parle de la bande nord et de la bande sud du Sahara. Ou ça va être par exemple au Bangladesh à cause des inondations. Ça va être dans des régions de la Russie où il y a des feux de forêt maintenant permanents qui durent tout l'hiver. Imaginez un feu de forêt qui résiste à des températures de moins 40 degrés plus de la neige. Parce que ce feu, il s'est réfugié sous la terre pendant l'automne et qui continue à brûler la forêt sous la terre. Et en fait, ça va libérer des quantités astronomiques de CO2 dans l'atmosphère. Donc, ça veut dire que, alors pour les Européens, c'est sûr, mais pas seulement pour les Européens, aussi pour les Américains, aussi pour beaucoup de pays du monde, cette question des réfugiés climatiques, elle va devenir centrale. Donc ça veut dire que le réchauffement climatique, c'est notre problème. Pas que notre problème en tant qu'humain, c'est notre problème en tant qu'Européens. La deuxième peut-être chiffre, 50% des ressources de pétrole mondiales sont soit dans la région la plus risquée du monde, dont parlait tout à l'heure Serge, c'est-à-dire le Moyen-Orient, soit dans des pays que l'Union européenne a mis sous sanction pour non-respect des droits de l'homme, type Russie, Venezuela. Ça veut dire que pour les Européens, changer de mode de consommation, consommer moins, consommer mieux, consommer autre chose que des ressources fossiles, c'est essentiel pour notre indépendance, pour notre capacité de dire non dans le système international à des choses qu'on ne veut pas. Donc réchauffement climatique, autonomie, disons énergétique, c'est vraiment important. Alors, on a eu des succès. Je vais faire un parallèle avec quelque chose qui va tous vous parler. Il y a un truc barbare dans l'Union européenne qui s'appelle la RGPD. La RGPD, c'est juste la législation qui fait qu'on protège vos données personnelles. D'accord ? Le fait que vos données, elles vous appartiennent, qu'on ne peut pas les vendre, on ne peut pas les stocker quelque part aux États-Unis, on ne peut pas vous faire du ciblage, on vous demande toujours votre avis, vous allez sur Internet et comme moi, vous en avez un peu marre, sur chaque site qu'on vous pose la question « Est-ce que vous voulez des cookies, oui ou non ?» Mais dans la plupart des pays du monde, on ne vous pose pas la question de savoir si vous en voulez ou pas et on vous traque. La RGPD, c'est la législation la plus avancée dans le monde en termes de protection des données personnelles. Le marché européen, c'est 500 millions de consommateurs. 500 millions de consommateurs dans un marché qui est mûr, c'est-à-dire quoi ? Des gens qui sont relativement riches. Et ça fait que des acteurs mondiaux comme Facebook se sont dit, OK, vers 500 millions d'Européens versus 300 millions d'Américains, il vaut mieux que j'applique la RGPD dans le monde entier
plutôt que de faire un Facebook pour les Européens et un autre Facebook pour les Américains. Ça veut dire qu'avec notre marché, on a convaincu un acteur mondial que c'est les règles européennes qu'il faut adopter. Et sur le climat, on n'est pas loin d'arriver à faire la même chose. Avec la COP21, c'est-à-dire le rassemblement de tous les pays du monde pour discuter du réchauffement climatique, vous imaginez, nous on est 27 sur 180 pays dans le monde. Ce n'est pas la majorité, mais c'est quand même 27 acteurs qui pèsent dans ce débat. Hein. Donc on essaye d'amener les autres sur notre manière de voir les choses. Les Russes, le réchauffement climatique, ça n'a jamais été leur priorité. Hein. Mais parce qu'ils ont besoin des Européens dans d'autres domaines, ils sont venus avec nous dans la COP21. Et je pense qu'on peut dire que la prise de conscience en Chine de cette question de la conversion écologique, elle s'est faite aussi par le biais des Européens, pas que par le biais des Européens. Comme le disait Serge très bien, la Chine, c'est aussi un pays où, il faut que vous imaginiez, il y a des manifestations tout le temps. Il y a des gens qui sont mécontents tout le temps en Chine, mais on n'en entend pas parler parce que le gouvernement n'aime pas trop faire de la publicité là-dessus. Mais ces gens qui sont mécontents, on ne parle pas de dizaines de milliers de personnes qui portent des gilets jaunes et qui vont dans la rue, on parle de millions de personnes qui sont mécontentes, de dizaines de millions de personnes qui sont mécontentes dans des villes chinoises, à cause de la pollution. Et ça fait que le gouvernement chinois s'est dit, peut-être avec les Européens, on devrait faire quelque chose sur ces questions de pollution, sur cette question de réchauffement climatique. Donc, c'est sûr que Serge a longtemps travaillé dans l'armée, donc il va vous dire, oui, mais on n'a pas de puissance, on n'est pas capable de faire des trucs, nous les Européens, parce qu'on n'a pas une armée européenne ou ce genre de trucs. Mais ça ne veut pas dire qu'on est capable de rien faire, et je pense que sur ces sujets-là, on fait beaucoup, et la capacité d'entraînement, elle est importante, et c'est très important qu'on continue à dire aux autres, c'est votre problème, et c'est notre problème, et on doit le faire ensemble. Philippe, je crois qu'on est d'accord. C'est pas parce que je fais un constat que je suis pas pro-européen. Je pense effectivement, comme tu dis, que c'est bien de montrer l'exemple aux autres. Parce que nous, on a quand même prouvé pendant 76 ans qu'on a pu créer, maintenir et développer la paix, qu'on est au-dessus dans les index de paix, qu'on est la région la plus pacifique et qu'on exporte ce modèle pacifique vers le reste du monde. C'est pas parce que je critique, la critique, c'est pour faire avancer et améliorer la situation qu'on a. C'est très bien alors. J'aimerais bien mettre un peu le focus maintenant sur cette sécurité climatique. Et je vous donne je vais vous dire les choses que vous allez devoir tenir secrètes jusqu'à jeudi prochain. Okay? Parce que jeudi prochain, on va sortir notre second rapport de menace écologique. C'est un rapport dans lequel on regarde l'interaction entre l'impact des menaces écologiques. Donc on regarde à deux choses. On a les désastres naturels, dont tu viens de parler, un exemple dont tu viens de parler, et on a de l'autre côté l'accès aux ressources. Et dans l'accès aux ressources, on a l'accès à l'eau, l'accès à la nourriture, et on sait bien que la nourriture est un produit qui vient de l'eau, et le développement démographique. Donc on voit ces deux choses-là, l'impact. L'innovation de ce rapport, c'est qu'on met ça en relation avec la résilience des pays pour absorber le choc climatique dans leur pays. Premier constat, qu'est-ce qu'on voit ? Que l'aide climatique, donc les 34 milliards par an qui sont distribués en aide climatique, vont vers les mauvais pays. Vont vers des pays qui, bien sûr, ont un impact climatique, mais qui ont encore un niveau de résilience tellement élevé qu'ils arrivent à l'absorber eux-mêmes. Donc, ils n'en ont pas besoin. Donc, de notre liste de pays, dans le top 20, il n'y en a que 2 qui sont récipiendaires du top 20 de l'aide climatique. Donc, il faut peut-être revoir les pays auxquels il faut donner l'aide climatique. Tu parlais de la Chine. On a fait un sondage au niveau mondial. En Chine, seulement 23% des personnes qui ont répondu trouvent que le changement climatique ou l'impact écologique est un problème. En Inde, c'est 35%. Le niveau global moyen de cette question, c'est près de 50% au niveau global. Donc vous avez les 2 pays les plus peuplés du monde, on parle de quoi ? Un tiers ou plus d'un tiers de la population, qui, par des problèmes de désinformation, des problèmes de politique interne et les autres problèmes dont tu as parlé, Philippe, ne sont pas conscients de leur futur écologique ou de l'impact des menaces écologiques et du changement climatique peut avoir sur leur vie, la vie de leurs enfants et l'état de leur société. Ça, c'est quelque chose qu'il faut changer. C'est quelque chose qu'il faut informer. Il faut quand même se rendre compte qu'un tiers de la population devrait avoir plus de vision sur l'impact écologique. Tu parlais de la migration. Ton chiffre est correct. Il provient effectivement, on a vu dans notre analyse qu'il y a 30 pays qui sont vraiment ce qu'on appelle hotspots. 3 zones. La zone du Sahel qui va vraiment de Mauritanie jusqu'à la Corne d'Afrique, Somalie. Une zone plus au sud qui va de l'Angola vers le Mozambique et Madagascar. Donc c'est 2 zones en Afrique subsaharienne. Une 3e zone part du Moyen-Orient, un pays comme la Syrie, et va se propager jusque l'Asie centrale, l'Asie du Sud, Afghanistan, Pakistan. Ça, ce sont les 3 zones les plus impactées et les moins résilientes.
Ceci va générer ou va augmenter les flux de migration sur 3 routes déjà existantes. Une route d'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord. Ça, on en tient moins compte, même si ça va avoir un impact, parce que clairement, ce qui se passe dans le reste du monde a aussi un impact sur nous. Et 2 routes qui viennent vers l'Europe. Une route du nord vers le sud, donc de l'Afrique subsaharienne vers l'Europe, et une route de l'Est vers l'Ouest, vers l'Europe. Et on a vu que dans ces 30 pays aujourd'hui, et jusqu'à 2050, c'est 1,26 milliard de personnes qui habitent dans des pays qui sont à risque de vraiment de déliquescence de l'État. Je vous ai déjà expliqué le lien intime entre la violence et la dégradation écologique. Donc on a 1,26 milliard de personnes qui sont à risque de devenir des réfugiés climatiques. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils vont tous bouger, hein, mais on a 1,26 milliard de personnes qui sont à risque. Quand on prend les chiffres de migration, et en une décennie, on a doublé. On est passé de 40 millions à 80 millions de réfugiés dans le monde. Donc quand même, ça aussi, il faut savoir. On se rend compte que quand il y a un effet qui fait bouger les populations, 85% de la population va rester dans le même pays ou dans la même région, et plus ou moins 15% va aller vers une autre région ou va vraiment engager dans un mouvement migratoire. Donc les 15% de mes 1,26 milliards, c'est plus ou moins tes 150 millions. La crise syrienne, c'est 10 millions de réfugiés, 2 à 2,5 millions qui sont venus vers l'Europe. Et vous avez vu la capacité de déstabilisation, pas des réfugiés, la capacité de déstabilisation interne politique d'un mouvement de ce genre. Imaginez dans les 30 ans, c'est même pas imaginer, ça va se passer. Dans les 30 ans, vous allez avoir ces 150 millions de gens qui vont se déplacer sur ces 3 axes, 2 en direction de l'Europe. Donc au lieu d'en débattre, il faut commencer à trouver des solutions, il faut commencer à trouver des politiques, il faut commencer à prévenir, donc investir dans la résilience de ces pays, investir aussi dans la réduction de l'impact aussi bien des désastres naturels que de l'accès aux ressources, et automatiquement aussi, sur quelque part aussi le plus grand problème majeur, c'est cette explosion démographique. 17 pays en Afrique subsaharienne vont doubler leur population dans les 30 années à venir. Le Niger, et vous devez savoir que le Niger aujourd'hui n'est peut-être pas dans la meilleure position, va quasi tripler sa population dans les 30 prochaines années. Quasi tripler sa population dans les 30 prochaines années. En 2050, il y aura plus de gens qui vont parler portugais, par exemple, en Afrique, qu'en Amérique du Sud. Il y aura plus de gens qui vont parler portugais en Afrique qu'en Amérique du Sud. Vous avez un pays comme l'Angola, vous avez x2,5. Avec les problèmes actuels qui vont juste s'accélérer par ces changements climatiques. Ça va se passer. Il ne faut pas espérer que ça ne va pas se passer. Ça va se passer. Donc définir des politiques aujourd'hui, prévenir par des investissements ciblés et des actions à prendre. C'est déjà trop tard, mais des actions à prendre aujourd'hui pour être sûr qu'on va pouvoir absorber ce choc aussi comme continent européen. Et juste pour terminer ce point-là, un des interviews qui m'a le plus frappé cette année-ci, c'était une personne qui est partie du Honduras et qui était presque à la frontière des États-Unis avec sa famille. Donc sa femme et deux enfants en bas âge. Donc CNN vient à l'interview, il lui demande « Mais pourquoi est-ce que vous venez aux États-Unis ?» Et cette personne-là, qui était, je pense que c'était un fermier du Honduras, parle de problèmes de sécurité, de problèmes socio-économiques, du fait qu'il a fait face à 2 ouragans et un tremblement de terre dans les 6 derniers mois, l'absence de futur, et on continue. Et donc, en fait, vous avez quelque part ce fermier du Honduras qui est presque à la frontière des États-Unis, qui vous fait l'analyse stratégique que Philippe et moi, on fait tous les jours. Et se dire, vous avez cette connexion de différents facteurs stratégiques qui influencent paix et sécurité, mais qui influencent aussi l'individu, qui forcent à partir. Et donc, là aussi, c'est pas juste le changement climatique qui va vous faire partir. C'est pas juste l'impact écologique. C'est l'impact écologique qui va générer du combat pour les ressources, qui va générer une forme de violence, qui peut cristalliser en terrorisme et bien d'autres choses, qui va vous faire partir. Donc, vous allez toujours partir pour 5, 6, 7 ou 11 indicateurs, 11 raisons différentes, qui, quand elles s'interconnectent quelque part, ce sont des petites tornades qui forment vraiment l'ouragan quand elles s'interconnectent. Et c'est ce mouvement-là qu'il faut essayer de stopper, d'intervenir. Et c'est cette création de superstorms qu'il faut essayer de bloquer. Merci. Merci. Il nous reste un quart d'heure, un peu moins. Donc, on va prendre des questions plutôt à la fin. On va faire la thématique, la dernière thématique. Oui, et du coup, on a parlé des problématiques écologiques, énergétiques, et maintenant on se demande comment est-ce que la paix pourrait se maintenir face à d'autres nouvelles menaces comme la désinformation, la cybercriminalité, le terrorisme, la crise économique, la pandémie, la crise sanitaire. Que fait l'Europe
face à ces nouvelles menaces? Alors, d'abord, il y en a beaucoup dans ce que vous venez d'énumérer. Je vais juste vous donner un exemple qui est une sorte de connexion qu'on ne fait pas forcément. C'est la connexion entre le virus du Covid et les virus informatiques. Avec le Covid, pensez-y, beaucoup de gens sont restés à la maison. Beaucoup de gens se sont connectés de la maison en utilisant des tas de logiciels qu'ils n'avaient jamais utilisés. Eh bien, le nombre d'attaques sur des ordinateurs qui étaient des ordinateurs personnels, mais des fois des ordinateurs d'administration, vous avez peut-être entendu à la radio des hôpitaux qui ont été totalement paralysés parce que leur logiciel hospitalier avait été attaqué depuis la Corée du Nord. Résultat, on ne pouvait plus faire aucune opération dans l'hôpital, avec des tentatives de rançonner aussi ces hôpitaux, ce genre de choses. Les attaques ont augmenté non pas de 30%, non pas de 3000%, mais de 30 000% dans l'année qui vient de s'écouler. Pourquoi ? Parce que vous imaginez que le Covid, en fait, a tué pas mal de business criminels, puisqu'on ne pouvait plus sortir de la maison. Et donc, on s'est, en fait, quelque part, reporté sur un nouvel espace de combat, un nouvel espace de criminalité, qui était l'espace virtuel, en fait, d'une certaine façon. Mais attention, cet espace virtuel, il n'est pas virtuel dans le sens où ce qui s'y passe, ce n'est pas actuel, ce n'est pas réel. On parle d'un hôpital. Des gens peuvent mourir parce qu'on ne les opère pas. Demain, on peut parler d'une centrale nucléaire. C'est toute une région qui n'a plus d'électricité. Et donc, du coup, les mêmes hôpitaux qui n'ont plus d'électricité. Donc, tout ça, en fait, c'est très réel. Et c'est aussi très nouveau. Et donc, pour les Européens, il y a un vrai défi à s'en préoccuper. Là, je vous parlais de choses qui relèvent plutôt du hardware, c'est-à-dire de l'équipement. Mais on pourrait parler aussi de la désinformation qui est venue avec le Covid et qui a eu parfois des conséquences mortelles pour certaines personnes. Alors, on a peut-être tous un peu ri le moment où Donald Trump avait dit « Ah, mais pourquoi est-ce que les gens ne se mettent pas de l'eau Javel dans les veines parce que ça va tuer le Covid ?» Des gens aux États-Unis ont fait ça et sont morts. Alors, ça, bien sûr, en Europe, on a eu aussi tout un tas de faux médicaments qui se sont mis à circuler, de fausses méthodes, soi-disant, pour protéger ou soigner du Covid. Et ça peut avoir un impact très important sur la société, ces fausses nouvelles. Ces fausses nouvelles, elles sont aussi, quelque part, parfois, pilotées de l'étranger. Hein ? Soyons honnêtes, il y a des pays qui ne nous veulent pas du bien. Hein ? Et ce n'est pas forcément que ces pays vont utiliser des médias ou des réseaux sociaux ou des bots dans des fermes à bots quelque part, je ne vais pas citer de pays, mais je pourrais en citer pas mal, pour essayer d'influencer les Européens. Et en fait, ce n'est pas toujours la volonté de les influencer dans un sens, c'est une seule et même chose tout le temps, c'est semer la zizanie dans des pays démocratiques. C'est ça le seul objectif. C'est de dire les Européens sont plus démocratiques que le reste du monde. La meilleure manière de les affaiblir, c'est de semer la zizanie dans les sociétés européennes avec des sujets qui divisent. L'immigration. Par exemple, on va vous donner les chiffres que Serge a donnés tout à l'heure sur les migrations environnementales, mais on va insister. On va dire « Ah, ça va faire monter l'extrême droite. Ah, les gens vont être envahis. On va voler le boulot des gens. » On va insister que sur les côtés négatifs. Puis après, on va dire « Ah, mais les vaccins européens, ils ne marchent pas. » Ah, mais on va trouver tout un tas de choses comme ça avec le simple but de semer la zizanie. Et nous, les Européens, on n'est pas très bien armés face à ça. Pourquoi ? Parce qu'on est très attachés à la liberté de la presse et à la liberté de l'opinion. Donc, c'est difficile de lutter contre ces tentatives de déstabilisation qui viennent de l'extérieur. Pour 10 opérations qui sont démontées, vous en avez 30 qui passent sous le radar. Et qui passent sous le radar aussi parce qu'on vit dans un monde de plus en plus, comment est-ce qu'on peut dire, bubélisé d'une certaine façon, où on vit tous dans des bulles. Je vous donne un exemple. Quand vous êtes inscrit sur Facebook, peut-être il y a quelques années, sur Facebook, tout se passait en public. Vous mettiez des posts, vous aviez des gens qui commentaient. Maintenant, sur Facebook, tout se passe en privé, dans des groupes privés, dans des groupes de discussion privés. Et je vous donne un exemple. Sur WhatsApp, la taille moyenne des groupes WhatsApp en Europe, c'est 5-6 personnes. Okay ? La taille moyenne des groupes WhatsApp en Afrique, c'est 80 personnes. Personne ne peut savoir ce qui se passe dans un groupe WhatsApp de l'extérieur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des chaînes de désinformation qui passent d'un groupe WhatsApp à l'autre à des vitesses extraordinaires, sans que personne de l'extérieur puisse dire quoi que ce soit. C'est une gigantesque opportunité pour des pays, des groupes qui ne nous veulent pas du bien, de faire circuler des informations comme ça sous les radars et que la démocratie, en fait, ne puisse pas s'en saisir, qu'on ne puisse pas en discuter publiquement. Donc c'est vrai qu'il y a un défi extraordinaire. Ces menaces, elles sont interconnectées, parce que derrière ça, ça peut être aussi le terrorisme,
ça peut être aussi la pédocriminalité. Hein, je crois qu'on doit aussi en parler, de la sécurité des enfants sur Internet. Donc il y a énormément de défis et les Européens sont en train d'en prendre conscience. Et le vrai dilemme pour nous, c'est celui-là. C'est celui de notre identité, notre ADN à nous les Européens, c'est qu'on veut défendre la démocratie et les droits humains. Mais comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on protège la liberté d'expression qui est essentielle, la liberté de réunion, la liberté de publier? Et qu'en même temps, on protège les enfants, on protège les personnes vulnérables, on essaye d'empêcher ces opérations de désinformation. C'est extrêmement compliqué. Je n'ai pas la réponse, je sais que beaucoup de gens travaillent là-dessus. Serge, très rapidement. Très rapidement, c'est très dur d'intervenir après un exposé pareil. Moi, je peux citer les noms, donc je vais y aller. En Europe, il y a plus ou moins 5000 personnes dont c'est le job journalièrement de travailler dans la cybersécurité, ou dans la cyberattaque, ou dans la cyberdéfense, ou dans le monde cyber. En Russie, c'est 35 000 personnes qui regardent vers nous depuis derrière leur ordinateur. En Chine, c'est plus de 100 000 personnes qui font ça de manière journalière. La différence, c'est que nous, quand on regarde une menace, on va se dire oh, quel est leur potentiel militaire? Comment est-ce qu'ils déploient leurs troupes? Quel est le nombre de chasseurs bombardiers? Quel est le nombre de frégates? Je ne vais pas parler des sous-marins, mais quel est leur nombre de chars? On va regarder ça. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir dans le pilier économique, on n'a pas l'habitude d'aller voir comment en Chine ou en Russie par exemple, que quand une entreprise soi-disant civile essaie de racheter des parts du marché énergétique belge, français, allemand, ce n'est pas une entreprise. C'est l'État chinois qui a créé l'entreprise, qui la subsidie et quand Huawei arrive chez nous, vous savez à Bruxelles, le QG de Huawei est dans le même bâtiment et juste à l'étage au-dessus du QG de Bouygues à Bruxelles. Ce n'est pas par hasard. Et ça, c'est à 800 mètres de l'ambassade chinoise à Bruxelles. Ce n'est pas par hasard. Donc, à côté de mon travail pour l'IEP, j'ai ma boîte de consultance en sécurité stratégique. On a accès au groupe WhatsApp, on a accès au groupe Telegram, on voit passer les choses et on se rend compte de ce qui se passe. Et c'est un genre d'information qu'on transforme en renseignement et qui est utilisé. Mais c'est incroyable. Et le problème qu'on a, c'est que nous, ici en Europe, avec nos normes et valeurs dont tu as parlé, on n'a pas cette idée de l'influence, de la désinformation, de l'utilisation de la société civile pour influencer une autre société civile. Pour nous, une menace, c'est un militaire, quoi. C'est un type en armes, en uniforme, qu'on reconnaît, qui va passer notre frontière. C'est vraiment un truc qui vient à l'extérieur. Là, c'est vraiment, c'est pervers, c'est dans le système, c'est tout ce qui se passe. C'est vraiment cette approche où on se dit, c'est Machiavel, quoi. La fin justifie les moyens, tous les moyens sont bons. Et ces moyens peuvent être militaires, civils, n'importe quoi. Tant qu'on arrive à exercer de l'influence, tant qu'on arrive à déstabiliser la Cisjordanie, sponsoriser des États de l'Union européenne pour ne pas appuyer des décisions au niveau du Conseil européen, et vous continuez. J'ai parlé de la Russie et la Chine, ce n'est pas juste la Russie et la Chine, hein. C'est ce que je disais avant, on est la seule île où on croit encore que tout va bien se passer, où la paix est centrale. Le reste du monde pense différemment. Quand vous regardez par exemple la pénétration de puissance régionale et de puissance internationale au global en Afrique du Nord par exemple, ou en Afrique, vous retrouvez des acteurs comme l'Inde, la Turquie, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, hein. L'Inde, Turquie. Je suis arrivé il y a 2 jours au soir, là, j'étais à table avec le directeur du service de consolidation de la paix du Niger, qui m'expliquait comment tous ses partenaires venaient l'aider à créer la paix. Turquie, Inde, Russie, Chine, ah oui, l'Union européenne aussi. Mais, enfin, il était convaincu qu'ils étaient là pour l'aider. Je l'ai laissé croire que c'était comme ça, mais ce n'est pas la réalité. Et idem pour nous ici en Europe. Il y a des forces à l'intérieur qui déstabilisent et qui sont effectivement envoyées par toutes ces autres puissances qui essaient de faire diminuer notre puissance ou notre capacité d'influencer aussi, dans notre cas de manière positive, la paix dans le monde, la situation générale dans le monde. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut comprendre, que l'ennemi, enfin, pas l'appeler l'ennemi, mais l'opposition, je vais apprendre à parler différemment, tu as bien raison, l'opposition, pour eux, tous les moyens sont bons pour nous influencer. Et donc, il faut quand même aussi comprendre comment, je pense que là, au niveau de stratégie militaire, il faut bien comprendre comment l'opposant essaie de nous influencer.
Et une fois que vous arrivez à comprendre ça, et c'est très divers, on est toujours un pas en retard. Et comme tu dis, c'est très dur de savoir ce qui se passe, d'identifier. C'est toujours légalement à la frontière, c'est toujours tout gris cette histoire. C'est pas du noir et blanc, hein. C'est toujours tout gris. Et puis il y a du gris clair, il y a du gris foncé, il y a tout ce que vous voulez. Et donc c'est quand même quelque chose qui est assez, c'est pas tangible. Et parfois on peut dire ah mais ça c'est de l'influence. Eux vont vous dire non. Et puis enfin, il y a plein de choses quoi. Un chiffre parce qu'on est quand même spécialiste en chiffres aussi. Vous savez l'initiative Belt and Road, là, le beau cercle, la nouvelle route de la soie. Quand les trains arrivent ici, le but c'est que les Chinois il est bourre à fond. Les trains arrivent ici 100% chargés. Et puis vous avez même des ministres belges de l'économie qui applaudissent un train chargé de Volvo. Volvo, c'est quand même c'était une firme européenne. Maintenant, quand vous regardez les actionnaires, c'est plus chinois qu'européen. Mais c'est des véhicules qui pourraient être montés, créés en Suède, en Belgique, n'importe où. Donc, vous avez même des ministres qui applaudissent un train plein de Volvo qui arrive. Il faut m'expliquer, je ne comprends pas. Par contre, le train, quand il repart, la charge moyenne du train, c'est 28%. 28%. Donc on est dans une situation actuelle acceptée, applaudie par le ministre, avec une balance économique à moins 72% de moyenne. Si ça, ce n'est pas un moyen d'influencer les sociétés, il faut qu'on m'explique aussi ça. Et donc tout ça, quand je vous ai parlé de puissance avant, il faut effectivement aller voir la pénétration chinoise dans les organisations des Nations Unies, les postes de directeurs où ils ont été nommés des gens. Vous savez, moi je travaille avec l'OMC sur un projet qu'on appelle Trade for Peace, commerce pour la paix. Le vice-président de l'OMC, avec qui je travaille, c'est un Chinois. Donc tous les 2 mois, j'ai une demi-heure d'anthologie où il m'explique le monde, mais sa vision du monde. Il faut la comprendre. Et donc c'est quelque chose qu'il faut, et c'est pas juste eux, comme je disais, il y a plusieurs suspects usuels, quoi. Il faut comprendre que maintenant l'influence qu'on va avoir, c'est plus les 4 niveaux de bataillon russe là, à la frontière à l'est. C'est différent. La zone dans laquelle l'opposition va le faire, c'est plus air, terre, mer, c'est autre chose. Donc voilà. Mais je peux continuer. Hein. Merci. Donc on va terminer. Si vous voulez encore discuter, je suis encore là jusqu'à ce soir. Hein. On va pouvoir faire peut-être des petites discussions informelles tout à l'heure, mais juste on revient sur le Slido très rapidement. On va vous poser une dernière question, comme ça vous pourrez réagir très vite. Est-ce que vous pensez qu'un citoyen, une citoyenne, à votre niveau, à notre niveau, est-ce qu'on peut avoir un rôle dans le maintien de la paix ? En tout cas, la tendance montre que oui, et que vous pensez que c'est possible. Juste avant de... Peut-être on va prendre 2-3 minutes pour conclure. Mais juste avant, vous avez des petits papiers, comme Lucielle avait dit au début, rouge ou vert, enfin ce que vous voulez. Vous prenez les petits papiers. Si vous pouviez mettre des propositions pour l'avenir de l'Europe, si vous avez des souhaits pour l'avenir de l'Europe, si vous pensez... où doit aller l'Europe pour l'avenir. N'hésitez pas à mettre toutes vos idées, vos pensées, etc. Nous, on a une mallette, là, une petite mallette, dans laquelle vous pouvez mettre votre papier, et nous, on transmettra vos propositions après une synthèse aux responsables politiques de la Commission européenne, du Parlement européen. Donc, n'hésitez pas à participer. Sachez que le collectif va aller sur le territoire normand pour aussi discuter avec d'autres jeunes, d'autres personnes. Et on aura aussi des témoins, des librairies vivantes, comme on dit, qui viendront à la rencontre peut-être à votre rencontre aussi, on ne sait pas, à la rencontre des citoyens pour discuter avec vous. Juste, je peux reprendre le Slido pour voir on en était où au final. Donc 84% oui. J'espère que vous êtes déjà engagés et que derrière ce oui, il y aura des actions parce qu'on compte sur vous, vu ce qui a été dit pendant cette heure et demie là. Je vais laisser Lucia conclure parce qu'on est vraiment... Oui, donc voilà, ça sonne, c'est l'heure de manger.
Et donc, merci beaucoup à tous pour votre participation aujourd'hui. Merci à nos deux invités qui nous ont éclaircis sur ces sujets assez complexes et assez importants. Et on vous rappelle que vous pouvez nous retrouver vous pouvez retrouver les collectifs normands européens et les 3 Europes directes et aussi les mouvements européens sur les sites qui s'affichent dans l'écran www.réseau-europe-direct-normandie.com. Donc n'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler. Vous pouvez aussi venir dans nos locaux pour en discuter et pour participer à nos activités et donner votre avis. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. On n'a pas pris toutes vos questions, donc si vraiment ceux qui avaient des questions et qui espèrent des réponses, on peut en avoir un peu de temps pour un moment d'échange informel. Merci à nos experts, merci à nos collègues. Et donc voilà. Excusez-moi, s'il vous plaît.